Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous parler des différentes méthodes d'annotation des types cellulaires. Nous allons donc parler des méthodes d'annotation manuelles et automatiques. Mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Pour répondre à ces deux questions, je vais commencer par vous parler de l'annotation des types cellulaires. L'annotation des types cellulaires est une pratique cruciale dans le domaine de la biologie cellulaire et de la recherche biomédicale. Elle consiste à attribuer des étiquettes ou à classifier les différentes cellules ou clusters en fonction de leurs caractéristiques spécifiques. Pour cela, on utilise des données de séquençage cellules uniques afin de savoir quels types cellulaires sont présents dans le tissu qu'on a séquencé. Pour effectuer cette tâche, on utilise donc l'annotation manuelle et automatique. Mais qu'est-ce que l'annotation manuelle? C'est un processus qui combine le clustering pour identifier les groupes de cellules similaires et l'analyse des gènes les plus exprimés pour les étiqueter en fonction de leurs caractéristiques génétiques. On commence par visualiser les données en utilisant des méthodes de réduction de dimensionnalité. Dans notre exemple, on choisit de réaliser une UMAP. Ensuite, un algorithme de partitionnement va permettre de regrouper les cellules en fonction de leur similarité d'expression génique, identifiant ainsi les types cellulaires potentiels. Pour chaque cluster, les gènes fortement exprimés sont identifiés en calculant les scores d'expression et en sélectionnant les gènes saillants. Les gènes marqueurs des types cellulaires sont utilisés en se basant sur la littérature et les connaissances pour une analyse qualitative et quantitative au sein des clusters. Lorsqu'on regarde le type cellulaire naïf CD20 plus B, on remarque que tous ces gènes marqueurs sont colocalisés dans une certaine région. Lorsqu'on regarde cette région, on voit que le cluster 6 est le cluster qui se démarque le plus. En effet, tous les gènes marqueurs appartenant au type cellulaire naïf CD20 plus B sont fortement exprimés au sein de ce cluster. On peut donc annoter le cluster 6 comme naïf CD20 plus B. Cependant, d'autres clusters tels que le cluster 10 ou le cluster 14 possèdent certains gènes marqueurs, mais pas tous, donc il est difficile de les annoter. On peut donc modifier l'algorithme de partitionnement afin d'avoir d'autres clusters pour éventuellement améliorer nos résultats. Concernant les avantages et les inconvénients, nous avons une adaptation à des cas inhabituels ou complexes, difficiles pour les méthodes automatisées. On a aussi une prise en compte du contexte global et des nuances, notamment en connaissant les types cellulaires spécifiques, guidant ainsi l'analyse. Pour les inconvénients, on a une possibilité de fatigue des annotateurs dans des tâches répétitives pouvant réduire la qualité. On a aussi une difficulté à mettre à l'échelle pour de grandes quantités de données. Enfin, la variabilité interannotateur permet d'avoir différents annotateurs pouvant interpréter les données légèrement différemment. Concernant l'annotation automatique, je vais rapidement introduire cette méthode. Elle a pour principe d'utiliser les différents algorithmes et approches computationnelles pour annoter les cellules. Pour cela, différentes approches sont utilisées. D'un côté, nous avons l'apprentissage supervisé et de l'autre, le transfert de labels. Je vais donc laisser la parole à ma camarade Célia qui va vous parler de cette méthode de façon plus détaillée. Merci pour tes explications, Max. Et je vais commencer du coup par l'apprentissage supervisé. Alors le principe est assez simple. On va utiliser un dataset de référence qui est déjà annoté. Et ensuite, on va avoir un modèle, autrement appelé classifieur, qui va apprendre et s'entraîner sur ce dataset de référence. On va lui demander en fait de comprendre comment les données sont classifiées, quel est le lien entre les features et les types cellulaires, qu'est-ce qui distingue différents types cellulaires. Et une fois qu'il a appris et qu'il s'est testé sur le dataset de référence, on va lui demander d'appliquer ce qu'il vient d'apprendre pour prédire les types cellulaires dans notre dataset non annoté. Les différents algorithmes qui sont capables de faire ça, c'est par exemple les supports vecteurs machines, SVM, les random forest ou encore les réseaux de neurones. Sur la droite, vous avez l'output d'une ligne de code qui permettait de regarder au sein d'un même cluster les différents types cellulaires. Et ça, c'est un avantage vraiment important des méthodes automatiques parce que du coup ici, on voit qu'au sein d'un même cluster, on a environ 5 types cellulaires différents, alors que la méthode automatique nous aurait permis de donner un seul type cellulaire pour tout le cluster. C'est beaucoup plus pratique d'aller annoter les cellules une par une que simplement englober tout dans un même cluster sous une même étiquette. La deuxième approche ici, c'est ce qu'on appelle le transfert de labels. Il y a une similarité ici, c'est qu'on utilise toujours un dataset de référence déjà annoté. Maintenant, ici, on va demander au modèle de grouper les cellules non annotées avec les cellules annotées similaires. Et pour chaque cellule non annotée, on va garder la cellule référence la plus similaire et lui attribuer la même étiquette, le même type cellulaire. La similarité ici, elle est évaluée par exemple par la distance euclidienne ou le coefficient de corrélation ou par d'autres méthodes. Ça reste au choix de l'annotateur.
Sur la figure qu'on vous présente à droite ici, vous avez deux représentations. Sur la représentation tout à droite, c'est un graphe UMAP en 2 dimensions et c'est les résultats typiques qu'on obtient après de la notation cellulaire. Vous avez vos cellules, vos données de différentes couleurs. Chaque couleur correspond à un type cellulaire différent et vous avez la légende juste à côté. Sur la même représentation, mais cette fois-ci à gauche, ce qu'on représente ici avec la couleur, c'est un score de fiabilité. Donc plus notre dataset de référence va être similaire à notre dataset non annoté, plus la fiabilité va être importante. Maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de ces méthodes-là. Donc les avantages principaux, c'est que ça règle les petits soucis des méthodes manuelles. Donc la vitesse et les datasets de taille importante ne sont plus un souci, on annote très vite et on peut utiliser des données avec plein de cellules et plein de features différents. Également, on n'a plus le biais de l'annotateur, hein, la machine annote de la même manière à chaque fois. Les inconvénients ici, c'est notamment la dépendance vis-à-vis du dataset de référence. Si on a un dataset de référence qui est mal annoté ou mal fait, forcément, on va avoir des prédictions de mauvaise qualité. On peut avoir aussi des mauvais modèles, donc qui font de l'overfitting et qui sont pas capables de bien généraliser et annoter des datasets non annotés. Ils sont capables uniquement de travailler sur la référence. Et on perd aussi toutes les nuances et les attentes, en fait, que l'annotateur il a parce qu'il connaît le tissu qu'il a séquencé. Pour finir, je vous dis comment interpréter les résultats. Eh ben, on a des cellules ou des clusters qui sont annotés. Du coup, on a tous les types cellulaires qui sont dans le tissu qu'on étudie. Ça peut nous apporter des éléments de réponse aux questions biologiques, parce qu'on peut par exemple savoir quels types cellulaires sont impliqués dans le processus qu'on étudie. On a également la complémentarité des deux méthodes qui est importante, parce que les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Et du coup, quand on les utilise ensemble, on a la meilleure annotation possible. Pour finir, vous avez notre diapo référence avec les explications de notre tutoriel sur Python qui est accessible sur Moodle et également toutes les références qu'on a utilisées. Merci de votre attention.